les thermomètres isotopiques. La mesure des rapports isotopiques de l'oxygène dans les carottes polaires antarctiques et les sédiments font apparaître une alternance de périodes glaciaires et interglaciaires durant les derniers 800 000 ans. Nous allons essayer de comprendre et d'utiliser le concept de thermomètre isotopique, notamment le delta O18, dans les glaces arctiques et antarctiques, delta O18 dans les carbonates des sédiments océaniques, et ceci pour reconstituer indirectement les variations de température. Alors, nous nous plaçons toujours dans le chapitre concernant la reconstitution et la compréhension des variations climatiques passées, donc les climats de la Terre, et ceci dans le but de comprendre le passé. Pourquoi? Eh bien, pour agir aujourd'hui et demain. Et donc ce questionnement, ces connaissances s'impliquent dans les enjeux contemporains planétaires. Donc il existe des thermomètres isotopiques que l'on appelle par exemple delta O18 et on peut utiliser également le delta grand D. Donc ces thermomètres, ils permettent de reconstituer ce que l'on appelle des paléotempératures, c'est-à-dire des anciennes températures, donc paléotempérature globale, à la différence des indices vus précédemment qui étaient des indices locaux dans une autre vidéo, dans un autre cours. Alors, concernant ces thermomètres isotopiques, donc on peut se poser la question: que nous apprennent ces thermomètres isotopiques quant au climat du passé? Alors, certaines reconstitutions sont permises parce qu'il y a des indices, qu'ils soient géologiques ou d'ordre biologique, entre guillemets. Donc on peut dire également paléoécologique, c'est-à-dire l'écologie de l'ancien temps. Donc ces indices géologiques et paléoécologiques peuvent être confirmés et précisés par l'étude justement de ces isotopes radioactifs qui vont être piégés à l'intérieur même des glaces ou bien dans les sédiments océaniques au niveau par exemple de certains tests calcaires. Donc ça veut dire qu'on peut remonter dans le temps, dans le passé, et puis essayer d'atteindre les 800 000 ans. Donc thermomètre isotopique, nous allons parler donc quel est le principe de ces thermomètres isotopiques. C'est important à comprendre évidemment. Et concernant les glaces, donc nous allons voir que les glaces sont des archives climatiques et que des enregistrements climatiques peuvent être également faits dans des sédiments océaniques. Et là, on verra notamment au niveau de tests de foraminifères qui peuvent être vus au microscope et puis grâce à eux, je vous expliquerai ça. Donc on pourra essayer de remonter le temps et voir les températures qu'il y avait à certaines époques. Alors, donc, quel est ce principe de fonctionnement isotopique? Déjà, il permet de comprendre pourquoi le delta O18 et le delta grand D pour deutérium, pourquoi est-ce qu'ils peuvent servir de thermomètre de l'ancien temps, c'est-à-dire de paléothermomètre. Il y a des précipitations. Lorsqu'elles se déplacent des basses vers les hautes altitudes, elles sont de plus en plus pauvres en O18, c'est-à-dire en oxygène 18 ou en deutérium. En période glaciaire, le fractionnement isotopique entre les basses et les hautes latitudes est plus important qu'en période interglaciaire. Pourquoi? Eh bien parce que le gradient de température entre l'équateur et les pôles est alors plus marqué. Donc il existe une relation linéaire entre la température et le delta O18 ou le delta grand D deutérium. Autrement dit, plus il fait froid,
et plus le rapport isotopique est faible, que ce soit pour le delta O18 ou le delta grand D. La relation linéaire permet de faire un lien direct entre la température du lieu et la valeur du rapport isotopique mesuré. Lorsque l'on se place en période glaciaire, on s'attend donc à mesurer dans la glace un delta O18 ou delta grand D plus faible, c'est-à-dire plus négatif qu'en période interglaciaire. Ceci est lié au fait qu'en période glaciaire, la température, enfin du moins le gradient de température entre les hautes et les basses latitudes est plus élevé, et de ce fait-là, le fractionnement isotopique est alors beaucoup plus intense. Autrement dit, lorsque le delta O18 diminue, ça correspond à une diminution de température. Lorsque le delta O18 augmente, ça correspond à une augmentation de température. Et nous allons voir que dans les carbonates, ce sera le contraire. Lorsque le delta O18 augmente, dans les carbonates, dans les océans, le delta O18 diminue. Donc, on verra que ce que l'on mesure dans la glace est l'opposé de ce qui est mesuré dans les océans au niveau des foraminifères, par exemple. Alors, il y a, lorsque l'on part de l'équateur pour aller vers les pôles, ce que l'on appelle un fractionnement isotopique. Il y a des précipitations de plus en plus appauvries en oxygène 18. Donc, si on regarde l'évolution du delta O18 des précipitations de l'équateur vers le pôle, on obtient des renseignements précis. Et on s'aperçoit bien que au niveau de l'eau, qui capte soit l'oxygène 16, soit l'oxygène 18, eh bien on peut se rendre compte qu'à l'évaporation, l'oxygène, alors l'eau qui contient de l'oxygène 16 va s'évaporer plus facilement que l'eau qui contient de l'oxygène 18. Pourquoi? Parce que l'oxygène 16 est moins lourd que l'oxygène 18. Par conséquent, l'oxygène 16 s'évapore plus. Ce qui est logique. Voilà. Donc, les précipitations, lorsqu'il pleut, donc les nuages qui contiennent de l'oxygène 18, enfin de l'eau avec de l'oxygène 18 et de l'eau avec l'oxygène 16, eh bien l'oxygène 18 est plus lourd que l'oxygène 16, donc dans les précipitations, il va tomber plus d'eau contenant de l'oxygène 18 que de l'oxygène 16. Alors, si on regarde de l'équateur vers le pôle, la valeur de l'oxygène 18, à l'équateur, on aura par exemple pour le delta O18 de l'océan, on aura 0 pour 1000. On va un petit peu plus vers les latitudes supérieures et on a un delta O18 qui sera de moins 10 pour 1000. Et à mesure que l'on s'approche des pôles, on a un delta O18 qui sera de moins 15 pour 1000, puis moins 35 pour 1000, puis moins 40 pour 1000. Donc on voit bien que entre l'équateur et le pôle, il y a une diminution de la valeur du delta O18.
Donc ça correspond bien à un refroidissement. Donc là, vous comprenez bien que dans les carottes polaires que l'on prélève dans les pôles, en profondeur, il y a une certaine valeur du delta O18. Et lorsque ces valeurs sont faibles, ça veut dire qu'on avait des périodes froides. Et lorsque les valeurs augmentent dans ce carottage, à un certain endroit de la carotte, eh bien ça veut dire que la température augmentait. Et donc que l'on pouvait arriver à des périodes interglaciaires qui étaient plus chaudes, moins froides en tout cas, que lors des périodes glaciaires. Vous avez compris? Alors, maintenant vous allez me dire, mais c'est quoi le delta O18? Eh bien, le delta O18, il s'exprime en pour 1000, non pas en pourcentage, mais en pour 1000, par exemple 1 pour 1000. Donc ce rapport, delta O18, c'est le rapport de oxygène, donc la quantité d'oxygène O18 divisé par O16 de l'échantillon, moins pas le delta, attention, hein, ça c'est le delta, attention, ne confondez pas le delta O18 avec le rapport que je suis en train de vous donner. Donc ça veut dire que le delta O18 égale, alors, O18 sur O16, donc divisé par O16, de l'échantillon, tout ceci moins O18 sur O16 standard, c'est une valeur standard. Le tout divisé par O18 sur O16 standard. Et le tout multiplié par 1000, parce qu'on fait pour 1000 en fait. Voilà, donc le delta O18, c'est bien un rapport entre des valeurs, et puis le fait qu'on intègre dans cette formule O18 et O16, eh bien, ça montre bien que les quantités suivent en fait. Par exemple, pour le O18, eh bien, lorsque la température baisse, le O18 baisse aussi. Bon. Et lorsque le O18 augmente, ça veut dire que la température augmente également. Donc l'oxygène, on l'a bien compris, il existe sous deux formes isotopiques que l'on appelle oxygène 16 et oxygène 18. Les molécules d'eau, par exemple, qui contiennent de l'oxygène dans les glaces polaires ou dans les carbonates, des coquilles fabriquées par les organismes marins, eh bien ces molécules que l'on prélève soit dans les glaces, soit dans les coquilles, par exemple le carbonate de calcium, eh bien, contiennent des isotopes dans des proportions qui peuvent être mesurées grâce à un appareillage spécial que l'on appelle le spectromètre de masse. On calcule alors le rapport isotopique correspondant au delta O18 de l'échantillon, que l'on étudie évidemment, en comparant son rapport avec celui de l'échantillon standard, soit d'eau, soit de carbonate, tous les deux, qui sert de référence et selon la formule que je vous ai donnée tout à l'heure. Alors, si on reprend un petit peu les choses, lorsque l'on est sur Terre, il y a une évaporation de l'eau des océans. Donc cette évaporation se fait là où il fait très chaud, essentiellement. Mais il y a également de l'évaporation dans les zones qui sont moins chaudes, évidemment. Mais là où il fait très chaud, eh bien l'eau s'évapore de manière relativement importante. Alors les masses d'air, elles, qu'est-ce qu'elles font? Elles ne restent pas en place, puisque si l'eau s'évapore, ça forme des nuages. Donc ça veut dire que les nuages vont être soumis au vent et vont se déplacer.
Donc ces masses d'air vont se déplacer vers les pôles et du chaud à l'équateur, ces masses d'air vont devenir froides. Dans ces conditions-là, on va avoir des précipitations sous forme de pluie ou bien de neige, selon la froideur de l'atmosphère ou du lieu où se trouvent ces nuages qui se déplacent. Lorsqu'il y a un changement de phase, le comportement d'une molécule d'eau va dépendre de sa masse. Et par conséquent, de l'isotope de l'oxygène qu'elle contient. Donc soit l'oxygène 18, soit l'oxygène 16. Donc lorsqu'il y a une évaporation, les molécules d'eau qui contiennent de l'oxygène 16 sont plus légères et ont donc sont davantage présentes, donc concentrées, dans la vapeur d'eau que les molécules contenant de l'oxygène 18. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Lorsqu'il y a... Alors ça c'était lorsqu'il y a une évaporation. Il y a plus d'oxygène 16 en l'air, donc d'eau contenant de l'oxygène 16, que d'eau contenant d'oxygène 18. Du fait que le 18 est plus lourd que le 16, et donc le 16 s'évapore plus facilement lors de l'évaporation. Mais lorsqu'il y a une condensation, c'est-à-dire un refroidissement en fait, de cette vapeur d'eau, donc qui est à l'origine des précipitations, donc soit la neige, soit l'eau, soit la pluie, en fait, eh bien ça va être le contraire. Voilà. Pourquoi? Parce que les molécules d'eau qui contiennent de l'oxygène 18 sont plus lourdes et donc elles vont se condenser en premier. Par conséquent, le delta O18 de la pluie ou de la neige va donc varier avec la température, sachant que le delta O18 baisse ou est plus faible lorsqu'il fait plus froid et plus sa valeur est plus élevée lorsqu'il fait plus chaud. Donc si vous regardez sur internet un graphique correspondant à delta O18 des précipitations neigeuses en fonction de la température annuelle, vous allez bien comprendre que lorsque l'on se déplace vers les latitudes les plus hautes, en fait, il fait beaucoup plus froid et donc le delta O18 a tendance à diminuer. Et vice-versa, lorsque l'on se dirige vers l'équateur, donc vers les latitudes plus faibles en fait, eh bien le delta O18 augmente, donc ça veut dire que la température augmente. Alors vous pouvez également utiliser pour comprendre donc des documents en relation avec le delta grand D, c'est-à-dire le deutérium. Alors c'est le même principe. Le delta grand D, c'est un autre rapport isotopique qui est utilisé pour déterminer les paléotempératures. Donc ça correspond au rapport entre l'isotope H1 et H2 de la glace, qui varie également en fonction de la température des précipitations. Le deutérium, il est noté H2, alors H en indice 2 à gauche, ou alors grand D. C'est un isotope naturel qui est stable, et c'est un isotope naturel de l'hydrogène. Donc, calculé à partir de mesures réalisées sur des échantillons de glace ou de sédiments océaniques, d'âge connu, eh bien les rapports isotopiques delta O18 et delta D constituent ce que l'on appelle des thermomètres isotopiques. Autrement dit, des paléos, parce qu'il y a eu des paléotempératures, et en conséquence, on a ce que l'on appelle des thermomètres isotopiques qui sont des paléothermomètres entre guillemets. Bon, entre guillemets. Donc voilà. Alors ensuite, concernant quelques données isotopiques obtenues en Antarctique, eh bien,
on s'aperçoit que les réchauffements sont très rapides et les refroidissements plus lents. Ce qui est une donnée importante quand on parle de changement climatique initial. Alors, si vous regardez par exemple sur Internet une image avec la calotte glaciaire en Antarctique, donc vous voyez par exemple noter le pôle sud, certaines stations, par exemple le dôme Fuji ou la station Mizuho, donc station également Asuka ou station Showa, donc 4 stations par exemple. Donc vous pouvez vous amuser à faire une activité pratique en utilisant d'autres mesures isotopiques disponibles sur les banques de données en ligne. Par exemple, vous pouvez tracer l'évolution du delta grand D du site de Vostok ou de sites situés au Groenland. Et puis vous pouvez comparer avec les résultats obtenus pour le dôme de Fuji. Donc par exemple, vous avez trouvé un graphe devant vous correspondant au delta O18 en fonction de l'âge, en allant jusqu'à plus de 700 000 à 800 000 années. Donc ça veut dire que vous avez des données obtenues en Antarctique à partir de la carotte du dôme de Fuji. Et si vous regardez, vous avez une espèce de cyclicité, entre guillemets. Donc vous avez le delta O18 de la glace en pour 1000 en fonction de l'âge, en partant de 0 pour aller jusqu'à 700 ou 800 000 ans. Et vous avez des valeurs du delta O18 qui peuvent atteindre par exemple moins 53, qui peuvent atteindre, vous avez des pics, donc moins 50, moins 50 à peu près, moins 49, 48 à peu près. Vous avez des pics qui peuvent atteindre moins 50, donc là vous voyez que c'était des périodes qui étaient très très froides. Et puis vous avez entre ces pics, vous avez des périodes interglaciaires, en fait, où les valeurs du delta O18 donc étaient... je me suis trompé, j'ai fait l'inverse en fait. J'ai mesuré l'inverse. En fait, lorsque vous aviez des pics, le delta O18 augmentait profondément, donc ça voulait dire qu'on avait des périodes chaudes. Et lorsqu'on a entre les deux pics donc des valeurs plus importantes du delta O18, ça voulait dire qu'on avait des périodes plus froides. En fait. Donc les réchauffements sont très rapides et les refroidissements sont plus lents, ce qui est une donnée importante quand on parle de changement climatique actuel. Voilà. Alors, concernant les sédiments océaniques, vous avez des données isotopiques qui sont obtenues sur les foraminifères par exemple. Donc les foraminifères, ce sont des organismes qui vivent dans le milieu marin, donc une seule cellule, donc ils sont unicellulaires, et ils fabriquent ce que l'on appelle un test calcaire. C'est une coquille en fait qui contient du carbonate de calcium, c'est-à-dire le CaCO3, et même principe, vous voyez dans CaCO3 il y a de l'oxygène, et donc ça veut dire que ces foraminifères peuvent capter de l'oxygène 16 ou capter de l'oxygène 18. Donc ça veut dire que ces organismes qui sont riches en carbonate de calcium captent l'un ou l'autre de ces isotopes et on va pouvoir, donc la mesure va pouvoir nous renseigner sur le fait que les périodes étaient chaudes ou froides. Alors vous allez voir que c'est le contraire par rapport au delta O18. On avait dit que plus le delta O18 est élevé, plus la température est élevée. Et plus le delta O18 est élevé et bas, je veux dire, plus la température était basse. Donc on considère que le delta O18 d'un test de foraminifère reflète le delta O18 de l'eau de mer au moment où le test a été fabriqué. Le test, c'est la coquille minérale calcaire. Donc on peut reconstituer l'évolution du delta O18 des foraminifères marins au cours du temps, ce qui permet donc de connaître l'évolution du delta O18 de la mer. Voilà. Donc ça veut dire si par exemple le delta O18
des foraminifères augmente, ça veut dire que la température diminue. C'est le contraire par rapport à ce que l'on a mesuré dans les glaces précédemment. Si le delta O18 des foraminifères diminue, ça veut dire que la température augmente. Si le delta O18 des foraminifères diminue, ça veut dire que la température augmente. Et si le delta augmente, ça veut dire que la température diminue. Donc vous voyez, c'est le contraire. Donc si vous regardez un graphique de delta O18 de la glace et de delta O18 des foraminifères, toujours en pour 1000, en fonction du temps, allant jusqu'à 700 000 ans, eh bien on voit que lorsque le delta O18 de la glace augmente, eh bien celui, donc au niveau des carbonates des foraminifères, eh bien la quantité diminue. Et vice versa. Bon, voilà, donc vous avez compris. Hein. Donc, lorsque l'on est en période glaciaire ou interglaciaire, les choses ne se passent pas de la même façon. Essayons de comprendre, alors c'est comme un résumé, on utilise l'ensemble des documents pour essayer de faire une synthèse. Eh bien, on a des rapports isotopiques concernant delta O18 ou delta... Alors, je vais arrêter de dire delta grand D. Hein. Delta O18, je vais dire. Donc, qui est mesuré dans la glace, alors en période glaciaire. Le rapport isotopique, donc le delta O18 mesuré dans la glace, est faible. Il fait froid, le delta O18 est faible. Le delta O18 des foraminifères, qui reflète ce qui se passe dans l'eau de mer, lui au contraire, au moment de la formation du test, c'est plutôt élevé. Donc l'oxygène 16 est stocké dans la glace des pôles, qui est épaisse et riche en oxygène 16, du fait des faibles températures. Et de ce fait, l'eau de mer est appauvrie en oxygène 16, et donc le rapport isotopique de l'eau de mer est alors élevé, c'est-à-dire positif. Mais lorsque vous êtes en période interglaciaire, eh bien, le rapport isotopique delta O18 ou delta O18 mesuré dans la glace est plus élevé. Il fait plus chaud. En revanche, celui de mer est plus faible, car la fonte des glaces restitue en partie le stock d'oxygène 16 à l'océan. Ce qui fait diminuer le delta O18 de l'eau de mer. Autrement dit, si on revient sur le rapport isotopique en période glaciaire, dans les basses latitudes, enfin entre les basses latitudes et les hautes latitudes, il y a un gradient de delta O18 des précipitations qui est fort. Donc les précipitations sont rapidement appauvries en oxygène 18, qui tombe plus vite que l'oxygène 16. Si l'on regarde au niveau de l'océan, dans les latitudes basses, eh bien, il y a peu d'évaporation et la quantité d'oxygène 16 est beaucoup plus importante que celle d'oxygène 18. Donc ça veut dire que l'eau qui contient l'oxygène 16 s'évapore plus que l'eau qui contient l'isotope d'oxygène 18. Donc l'eau est relativement pauvre en oxygène 16 dans les latitudes basses, puisque l'oxygène 16 s'évapore. Alors c'est relatif, évidemment. Et lorsque vous avez des précipitations dans les hautes latitudes, eh bien ça veut dire que ça va être le contraire. Vous allez avoir un gradient d'oxygène 18 de l'eau de mer qui sera élevé, évidemment, à mesure qu'on se rapproche des hautes latitudes. Et la glace sera très riche en oxygène 16. Donc ça correspond en gros à un stock d'oxygène 16. Pourquoi? Parce que il y a eu une précipitation entre les basses latitudes et les hautes latitudes d'oxygène 18, enfin d'eau contenant de l'oxygène 18. Par conséquent, plus on va vers les hautes latitudes, et plus il y a proportionnellement d'oxygène 16, puisque le 18 est tombé avant. Alors concernant la période interglaciaire, on est toujours dans les latitudes basses
vers les hautes latitudes, eh bien le gradient d'oxygène, le gradient de delta O18 des précipitations faibles, alors qu'il était fort précédemment dans la période glaciaire. Les précipitations sont rapidement riches en oxygène 18, en eau qui contient l'oxygène 18. Et au niveau des carottes polaires, donc on va avoir un delta O18 qui sera faible, mais comme on est en période glaciaire, ce delta O18 va augmenter. Donc l'eau au niveau des basses latitudes va être relativement riche en oxygène 16. Il y a beaucoup d'évaporation d'oxygène 16 par rapport à l'oxygène 18, mais l'oxygène 18 est quand même minoritaire. Donc ça veut dire que la fonte des glaces, l'oxygène 16 qui s'était concentré au niveau de la calotte polaire va se retrouver dans les océans et donc va faire qu'il y aura plus d'oxygène 16 dans les océans. Et le gradient de delta O18 de l'eau de mer, évidemment, va être faible à ce moment-là. Alors, donc il existe de grands cycles glaciaires. Les périodes glaciaires correspondent au moment où le delta O18 est faible et les périodes interglaciaires au moment où le delta O18 est plus élevé. Il existe bien une corrélation entre le delta O18 des foraminifères et celui de la glace, puisque c'est le contraire. Je vous ai dit tout à l'heure, dans la glace, si O18 diminue, c'est qu'il fait plus froid. Dans ces conditions, le delta O18 des foraminifères va augmenter, et vice-versa. Alors, le delta O18 faible dans la glace se traduit par un delta O18 élevé pour les foraminifères. Les grandes périodes mises en évidence ont une période de l'ordre de 100 000 ans à peu près. Mais on remarque au sein de ces grands cycles de nombreuses variations de périodes plus courtes. Les 5 derniers maximums glaciaires sont datés d'environ 20 000 ans, 130 000 ans, 280 000 ans, 330 000 ans et 420 000 ans. L'amplitude des variations du delta O18 en Antarctique étant d'environ 10 pour 1000, on constate que cela correspond à une amplitude thermique d'environ 15 degrés Celsius entre les maximums glaciaires et les maximums interglaciaires. Donc voilà, concernant ces thermomètres isotopiques, on a fait le tour, on a répondu au problème. Ce que nous apprennent les thermomètres isotopiques concernant les climats du passé. Donc ça veut dire qu'on a pu reconstituer certaines variations climatiques passées grâce aux calottes polaires. On fait des carottages et on mesure la quantité d'oxygène 18 à travers le delta O18, évidemment. On mesure ce rapport. Donc, lorsque ce delta O18 augmentait, ça voulait dire que la température augmentait. Lorsque ça diminuait, ça voulait dire que la température diminuait. Et c'est le contraire pour les carbonates que l'on trouve, enfin pour les tests calcaires que l'on trouve au niveau des foraminifères, dans des mesures des fonds océaniques également. On prélève ces foraminifères, puis on mesure. Et les mesures de delta O18 seront toujours l'inverse de ce que l'on trouve dans les pôles. Voilà, donc ces variations climatiques passées, elles permettent de comprendre le passé, évidemment. Mais pourquoi comprendre le passé? Eh bien simplement pour agir aujourd'hui et pour agir à l'avenir, pour agir demain. Et tout ça dans l'objectif d'enjeux contemporains planétaires, c'est-à-dire au niveau de la planète entière. Le cours est terminé. Merci.